Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier jeudi la fin de l'opération Barkhane au Sahel dans le cadre d'une transformation profonde de la présence militaire de la France dans la région. Et justement, dans ce journal, zoom sur cette force qui intervient au Sahel depuis plus de 6 ans. Et puis la France qui retire ses forces militaires dans la région du Sahel, le Burkina Faso lui lance déjà le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. L'initiative vise à éviter qu'un deuxième Sol-1 qui est encore frais dans les esprits ne se reproduise. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir. Sécurité pour ouvrir ce journal. Un autre drame de l'envergure de Sol-1 ne doit plus se reproduire dans aucune autre localité du Burkina Faso. Le gouvernement prend donc le taureau par les cornes. Il a lancé hier un mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. L'initiative se veut une tribune pour analyser et traiter les informations sur la sécurité humaine et sur les conséquences des attaques intervenues ces derniers temps dans le pays. À cette première session ordinaire du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, des recommandations et des perspectives ont été dégagées à l'endroit de la région de l'Est en proie souvent aux attaques terroristes. Benjamin Kwame. Honneur en clair sur l'alerte, les menaces potentielles et les facteurs de risque liés à la sécurité. En 2020, comme bilan, le centre d'alerte dit avoir mené des activités à titre préventif, surtout dans la région de l'Est. L'étude sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est qui a produit des recommandations pour que ces recommandations puissent apporter, en tout cas, un tant soit peu, une solution à ce qui se passe au niveau de la région de l'Est. Et ces recommandations ont eu, en tout cas, une bonne écoute au niveau des membres du gouvernement. Des recommandations qui ont été mises en œuvre pour alléger la situation sécuritaire dans la zone. Elles concernent notamment la porosité des frontières, l'engagement communautaire dans la lutte contre le terrorisme, des recommandations intervenues après une étude menée dans la région. La menace ne touche pas que l'Est du pays. Le centre d'alerte fait des projections cette fois pour prévenir les autres menaces dans les régions dites non rouges. Le conseil d'orientation donne le cutus pour qu'on puisse poursuivre ces activités, mener des études anticipatives dans les régions qui ne sont pas rouges d'abord, pour qu'on puisse anticiper sur certaines menaces, étudier les risques et les vulnérabilités de ces régions-là, afin quand même que nous soyons dans l'alerte précoce, pour ne pas tomber dans une situation où nous serons appelés un jour à vouloir courir pour éteindre encore le feu. Donc, pour les perspectives, il y a des régions qui ont été identifiées et des études seront menées pour faire des recommandations au gouvernement. La session 2021 se penche aussi sur les conséquences du déplacement des personnes en situation de crise. Les chantiers sont énormes. N'oublions pas que cela couvre l'ensemble du territoire. Ce n'est pas une partie du pays. Un peu partout, beaucoup de choses se passent et le mécanisme d'alerte précoce analyse ces événements et font des recommandations pour anticiper. La paix et la sécurité humaine, c'est ce qu'a toujours prôné le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. Il a été créé en juillet 2014 à Accra lors de la 45e session ordinaire de la CEDEAO par les chefs d'État de la communauté. Outre le lancement du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, sachez que le président du Faso a pris un décret hier portant création d'une entité au sein des forces armées nationales dénommée Force spéciale en abrégé FS, une initiative pour davantage renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on inaugure une académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. La mission du centre, c'est bien entendu faire front à l'île terroriste dans la région à partir de la Côte d'Ivoire. Il a officiellement ouvert ses portes hier jeudi en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, qui a saisi l'occasion pour témoigner de sa compassion au Burkina Faso, qui a perdu 132 personnes dans l'attaque de Sol-1. Je vous propose d'entendre le chef du gouvernement ivoirien. L'académie qui prend corps aujourd'hui sous nos yeux le fait la semaine même où 160 hommes, femmes, enfants viennent de périr, fauchés par une barbarie bestiale qui veut abattre la liberté des âmes comme l'avenir des hommes. Je renouvelle ici même
au nom de la Côte d'Ivoire et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre compassion, notre affliction, notre sollicitude infinie aux familles et aux proches victimes, à son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré et à l'ensemble du grand peuple burkinabé. Par nos prières, nous sommes à leur côté. Par nos luttes et nos valeurs partagées, nous serons demain à jamais. Je vous le disais en titre, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier jeudi la fin de l'opération Barkhane au Sahel dans le cadre d'une transformation profonde de la présence militaire dans la région. Et justement, dans ce journal, zoom sur cette force qui intervient au Sahel depuis plus de 6 ans, et c'est avec Abdou Razak Traoré. Nous sommes en janvier 2013. Les groupes armés islamistes s'emparent de la partie nord du Mali et menacent de descendre sur Bamako. Et c'est là que le Mali fait appel à la France qui l'aide à repousser l'offensive terroriste à travers l'opération Serval. Elle arrive à stopper l'avancée des djihadistes au grand bonheur des populations qui accueillent ici François Hollande comme un héros lors d'une visite à Bamako. L'opération s'est poursuivie jusqu'en juillet 2014 avant d'être remplacée par la force Barkhane avec une emprise plus grande au-delà du Mali pour s'étendre sur la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, soit un vaste territoire de presque 5 millions de kilomètres carrés. Barkhane, c'est 5100 soldats, 200 véhicules blindés, 20 hélicoptères, 6 avions de chasse. Après plus de 6 ans d'intervention au Sahel, aux côtés des pays cités, la force ne parvient pas à atteindre les objectifs escomptés. En Afrique, beaucoup parlent d'échec et même en France, l'opération est plus que jamais impopulaire alors que la France a perdu une 50aine d'hommes dans cette guerre contre les forces terroristes. Au Mali comme ailleurs, de plus en plus on appelle au départ de cette force et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron annonce sa fin et l'arrivée d'une nouvelle alliance internationale pour contrer les persécutions terroristes au Sahel. La question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale est également un défi à relever au Burkina Faso. Le projet Gold Coast devrait permettre d'accélérer les choses au pays des hommes intègres. Porté par le ministère en charge de l'administration territoriale et ses partenaires, le projet Gouvernance locale et cohésion sociale vise à renforcer le vivre ensemble à travers une gouvernance inclusive et participative dans les collectivités territoriales. Toute chose qui favorisera une paix durable au Burkina Faso. Le lancement du projet, c'est avec Abdou Aziz Sari. Le projet Gouvernance locale et cohésion sociale Gold Coast est le fruit d'une bonne collaboration entre le gouvernement burkinabé, le Royaume des Pays-Bas et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Lancé ce 27 mai, il se donne pour mission de promouvoir une gouvernance participative ainsi qu'une véritable inclusion sociale et économique de toutes les couches sociales pour une paix durable au Burkina Faso. L'articulation avec la réconciliation nationale va de soi. D'ailleurs, on ne parle pas de l'un sans l'autre. Se réconcilier, c'est régler une question qui nous divise. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut s'assurer qu'on ne recommence pas de tomber dans les problèmes. Donc, il en sorte ainsi. On va travailler sur la cohésion sociale. C'est ce qui va évoluer à présent ce matin. En fait, il y a un soutien de notre collègue pour bien montrer que le gouvernement a ce niveau-là. Au total, 85 communes réparties dans 6 régions du Burkina Faso bénéficieront de l'appui du projet. Le choix de ces régions s'est opéré sur la base de plusieurs critères. Le choix de ces régions, faut-il le rappeler, s'est opéré sur la base des critères suivants. Les communes les plus touchées sur le plan sécuritaire au regard du nombre et la fréquence des agressions terroristes, les communes ayant enregistré des départs de population, les communes ayant accueilli des personnes déplacées internes, le niveau de pauvreté de la commune et sa réelle capacité de mobilisation des recettes propres, la représentativité des femmes et des jeunes dans les conseils de collectivité, le niveau de couverture de la commune par les projets et programmes. D'un coût global d'environ 6 milliards de francs CFA, le Gold Coast est essentiellement financé grâce aux apports du gouvernement du Royaume des Pays-Bas, du PNUD et de l'État burkinabé. Les thèmes retenus pour le lancement officiel de ce projet Gold Coast, à savoir la cohésion sociale, quel apport de la gouvernance locale, démontre à suffisance l'intérêt
de renforcer les cadres de gouvernance des entités administratives et décentralisées comme vecteur de développement et de vivre ensemble. Le projet gouvernance locale et cohésion sociale est planifié pour s'exécuter sur la période 2020-2023. Dans le domaine de l'agriculture, il y a aussi ce projet IMA, l'initiative pour la promotion de la mécanisation agricole. Le projet devrait permettre de relever le faible niveau de mécanisation du secteur agricole burkinabé. Le projet IMA a été lancé au cours d'un dîner gala qui a permis de récolter plus d'1 milliard de francs CFA pour son opérationnalisation. Justin Amontou. Faire rentrer la roue manuelle dans le musée national d'ici 5 ans. C'est la vision de l'initiative pour la mécanisation agricole, IMA. Cette initiative du ministère en charge de l'agriculture vise la mécanisation du secteur agricole pour accroître la production agricole. Ce 28 mai, c'est le lancement officiel de l'initiative. L'IMA se veut une action de mobilisation citoyenne pour l'octroi massif d'équipements agricoles aux producteurs. En effet, il s'agit de mobiliser les ressources en nature ou en espèces auprès des populations et des partenaires pour équiper les agriculteurs et agricultrices. Nous pensons que l'agriculture constitue, à n'en pas douter, le moteur de la croissance de notre économie aujourd'hui, par le fait que la redistribution est grande, par le fait également qu'il y ait la production et la transformation. Alors nous pensons qu'il était important que nous franchissions le pas de sortir de l'agriculture traditionnelle pour aller vers la modernisation, même si c'est une initiative qui est prise depuis longtemps. Aujourd'hui, on a mis donc un accélérateur. On pense qu'avec la mécanisation, on dégagera beaucoup plus de force. Transformer l'agriculture rudimentaire en agriculture mécanisée est, selon ces acteurs, une phase révolutionnaire et bénéfique pour le paysan ainsi que pour le Burkina Faso. Au cours de la cérémonie, une mobilisation d'1,25 milliard de francs CFA est enregistrée pour accompagner l'initiative. Parmi les donateurs figurent le président du Faso et le président de l'Assemblée nationale. Et on va remercier en les applaudissant très très fort. Tout comme le projet IMA, 44 autres projets portés par le ministère en charge de l'agriculture ont également leurs signaux au vert. Le rapport de l'évaluation des performances des projets et programmes de développement du département de Salifou-Ouedraogo donne une moyenne de 40,04 sur 50 pour la performance globale du secteur en 2021. Les acteurs des projets et programmes du ministère en charge de l'agriculture étaient en assemblée sectorielle. Objectif, examiner, analyser les projets et surtout accorder une attention particulière à ceux qui ont les signaux au rouge. Sandrine Zougouri. Sur 73 projets et programmes évalués, 44 projets de premier rang sont verts, 25 de deuxième rang sont orange et 4 de troisième rang sont rouges, soit une moyenne de 40,04. Des statistiques révélées par le rapport de l'évaluation des performances des projets et programmes de développement du secteur de planification, production agro-silvo-pastorale. De façon globale, la performance moyenne des projets et programmes de développement du secteur de planification est de 40,04 sur une échelle de 50 points, soit une amélioration de 0,40 points par rapport à la performance moyenne en 2019 qui était de 39,64. Au titre des années 2019 et 2020, a concerné 76 projets et programmes de développement. Parmi ces 73 projets évalués, 2 ont été reversés au secteur de planification, recherche et innovation, et 1 projet au secteur de planification, environnement, eau et assainissement. Au cours de cette assemblée sectorielle, des projets et programmes, il sera question d'examiner, d'analyser et d'améliorer les projets, surtout ceux logés dans la zone rouge, afin d'éviter les mêmes erreurs les années à venir. Les projets qui sont rouges, ça, c'est pas bon. Pour nous, il faut que ces chargés de projet puissent rectifier ça rapidement. Et nous allons ensemble analyser, voir qu'est-ce qui a fait que ces projets-là sont en rouge. Ceux qui sont en jaune doivent davantage améliorer leur performance. Ceux en vert doivent continuer davantage à mettre le paquet pour que nous puissions voir l'apport significatif de ces projets sur le développement socio-économique du pays. L'ensemble des projets
ici va réfléchir, va voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous devons faire pour que les années à venir, les performances puissent être améliorées. En prélude de l'organisation de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement, le ministre de l'Agriculture a saisi l'occasion pour inviter les acteurs à redoubler d'efforts en termes de gestion des projets qui devront contribuer à développer les populations et au-delà le Burkina Faso. Tout autre chose à présent, le salon marocain ouvre pour la première fois ses portes à Bobo-Dioulasso. Le savoir-faire et la qualité du royaume chérifien sont mises en exergue du 8 au 28 juin 2021 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Population de la cité de Sia, vous avez donc l'occasion de faire un tour à ce salon afin de vous offrir des produits de grande qualité et surtout à bon prix. Kader Kondé, Soto, Justin Daviri. Chaussures, vêtements prêts à porter, produits cosmétiques et alimentaires, ce sont autant d'articles du royaume chérifien exposés ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Après Ouagadougou, ce pays réputé pour la qualité de ses produits fabriqués à base de cuir, amène son savoir-faire dans la ville de Sia. C'est des cuirs avec la doublure meilleure qualité et la semelle c'est TPU. C'est la qualité, c'est la haute gamme. Ça c'est le polylital. C'est une matière pour la semelle et le cuir à l'intérieur, cuir à l'extérieur. Les normes de l'orthopédique, c'est ça. Et la semelle, c'est flexible. Pour les femmes, encore, on a la promotion. Il y a deux paires comme ça, à 15 000. Une paire, comme ça, à 15 000. Et 4 à 28 000. On a envoyé des différents produits du Maroc, des épices naturelles marocains, huile d'olive naturelle marocain, des fruits sèches marocains de très bonne qualité, les savons noirs marocains. On a différents produits. Je souhaite que la population de Bobo vienne massivement pour découvrir le salon marocain et le produit marocain. Béranger Sanou, venu visiter le salon, est séduit par la qualité des produits exposés. Le produit, c'est de bonne qualité. On sent que c'est du vrai cuir. Voilà. Le cuir vraiment venu directement du Maroc. Et c'est bien travaillé. Et ils ont aussi des accessoires pour prendre soin de ces marchandises-là, de ces chaussures-là ici au Burkina Faso. Je conseille à tout un chacun de faire un tour ici à la fois. Parce qu'il y a des chaussures à des prix exorbitants que vous pourriez trouver ici à moindre coût. Le salon marocain dans la cité de Sia est une initiative de la direction générale de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. C'est dans le cadre de sa politique de réalisation, de partenariat et d'échange avec les structures que l'institution offre ce tremplin aux populations. Durant 21 jours, les populations de la ville de Sia sont attendues à la Maison de la Culture où elles pourront découvrir des produits de qualité made in Maroc au premier salon marocain de Bobo-Dioulasso. Nous restons dans la région de l'Ouest et je vous amène à la découverte de Kotedougou, une commune rurale de Bobo-Dioulasso. Kotedougou, ou le village des tisserands, une activité qui occupe plus de la moitié de la population depuis des siècles. Vous allez le voir, à Kotedougou, le tissage se transmet de génération en génération. Majid Bakwa. Kotedougou, ou le village des tisserands, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Lamine, promoteur culturel et tisserand dans ce village. On va vous accueillir à visiter Kotedougou. Kotedougou, c'est un village de tisserand. D'accord. Donc, je vous suis. Merci. Lamine est aussi le porte-parole des tisserands de Kotedougou. Ce matin, il décide de nous faire découvrir son village. C'est l'habitat même, la première personne même qui est installée à Kotedougou là. Il s'appelle Koti. Donc on a donné le nom du village Kotedougou. Son nom en Dioula c'est Kotedougou. Mais comme les blancs là, bon, pour dire ça Kotedougou, bon, souvent c'est difficile pour eux. Ils ont dit Kotedougou. Son nom c'est Koti. En Dioula c'est Kotikadougou. Sous ces hangars, de longs fils aux couleurs différentes. Dans ce décor, une dizaine de tisserands à la tâche. Parmi eux, Ali Diané, l'un des meilleurs tisserands. Ça, c'est la liste qui nous sert à séparer les fils. Dans le métier à tisser, il y a 200 fils. Donc avec les lisses, il y a 100 fils sur l'un et 100 fils sur l'autre. Quand on appuie sur la pédale, ça se sépare et ça nous permet de passer la navette et d'amer avec la peigne. Ici, le tissage se fait sur une structure traditionnelle
Composé d'un cadre fixe en bois dans lequel le tisserand insère les fils avec les lisses, le peigne et la barre d'enroulement. L'installation du matériel de travail peut prendre 2 jours. Pour installer tout ça, ça peut nous prendre 2 jours. C'est ça qui prend plus de temps. Ça peut prendre toute une journée. À quelques mètres de là, Badjanet Diané, un autre tisserand et élève en classe de 3e. Le jeune homme s'adonne à ce métier à ses temps libres, de quoi subvenir à ses besoins. Bon, souvent, moi j'ai le temps de travailler samedi et puis dimanche, quoi. Bon, j'ai pas le temps de tous les jours comme je suis dans le cadre d'examen, quoi. Voilà. L'argent que je gagne ici, je garde ça pour faire ma scolarité. Et puis, manger avec, quoi. Ici, les motifs tissés sont liés aux usages des vêtements, selon les événements. Cérémonies de mariage traditionnelles, fêtes d'initiation ou autres cérémonies festives. Ça, c'est un pagne doula. Quand il y a un mariage chez les doulas, c'est ce pagne qui est demandé. Dans ce village, le métier de tisserand se transmet de génération en génération. Nous sommes nés trouver nos parents dans ce métier. Ici, à côté d'Ougou, le métier de tisserand est un héritage dans chaque famille. On est et grandit avec. À côté d'Ougou, c'est le brassage culturel entre Bobo et Djoula. Mais la majorité des tisserands sont des Djoula. Ils sont venus s'installer dans ce village avec leur culture. Les quartiers Djoula ici, la plupart, ils sont des tisserands. Par exemple, les gens qui travaillent ici, il y a des gens ailleurs là-bas. Mais toi, le quartier des Djoula, c'est le travail comme ça. C'est tisser seulement. Le manque de financement et de cadres appropriés pour mener à bien leurs activités sont les préoccupations majeures des tisserands de côté d'Ougou. C'est sous ces hangars que nous travaillons depuis des années. Les conditions ne nous favorisent vraiment pas. Quand il pleut, nous ne pouvons plus travailler. Nous sommes obligés de ramasser nos matériels et le travail s'arrête. Aujourd'hui, côté d'Ougou compte plus de 500 tisserands. Une véritable activité économique qui occupe plus de la moitié de la population. La joie des populations de Bolé dans le Naouri pour clore ce journal. Elles viennent de bénéficier d'un centre de santé et de promotion sociale. L'infrastructure nouvellement inaugurée vient ainsi mettre fin aux longues distances qu'elles parcouraient pour bénéficier de soins de santé. Le récit de Abdou Aziz Sari. C'est un jour spécial pour ces populations de Bolé dans la province du Naouri. Un jour qui marque l'inauguration de leur tout nouveau centre de santé et de promotion sociale. Désormais, plus besoin pour elles de parcourir des kilomètres pour avoir accès à un centre de santé. Vous avez vu les sentiments sur les visages de toute la population. Ce sont des sentiments de joie. Voilà, les gens parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour avoir accès à un centre de santé. Maintenant, c'est à côté. Bon, il va sans dire que les problèmes vont diminuer. Voilà. Donc, on est tous heureux d'avoir l'aboutissement de ce CSPS. Composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique et un logement pour le personnel soignant, ce CSPS est le fruit du leadership des fils de la localité. Donc nous saluons en tout cas cette initiative et cet engagement, en tout cas des fils et des filles de la localité pour pouvoir mettre à la disposition de la population en tout cas cette infrastructure sanitaire. Donc le conseil que nous nous avons donné, c'est d'inviter la population à fréquenter ce centre de santé qui est le leur et également inviter le personnel de santé à réserver un accueil chaleureux, à être disponible et accessible pour pouvoir fournir des soins de qualité à la population. Plus de 130 millions de francs CFA, c'est le coût de l'infrastructure. Et je suis vraiment content pour les femmes de mon village et je suis content pour toutes les femmes qui, en tout cas au détour d'une détresse d'accouchement ou de consultation, pourraient avoir soulagement parce que moi-même, personnellement, je peux être ici et puis être en détresse sanitaire. Vous savez que les urgences sanitaires ont souvent besoin de prise en charge préliminaire avant d'aller vers les grands hôpitaux et grandes cliniques que nous fréquentons. Du matériel médical a été offert séance tenante au centre de santé et de promotion sociale de Boli. L'idée est de lui permettre de commencer immédiatement
les prestations sanitaires. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. À demain.